Les amis, bonjour, bonjour, soyez les bienvenus pour cette nouvelle émission de Devenir pour agir. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une agréable semaine. Et c'est un honneur aujourd'hui, pour la dernière émission de la saison, de recevoir une très grande figure, une très grande femme de la politique française humaine, Madame la ministre Roselyne Bachelot-Narquin. Madame la ministre, bonjour, bonjour. Bonjour à vous. Merci de me recevoir et merci de m'accorder quelques minutes. Je voudrais tout d'abord commencer par une citation de Simone Veil qui soulignait « Je suis une femme politique parce que je refuse de laisser les autres décider à ma place. » Et vous, Madame la ministre, qui êtes-vous? D'abord, je veux saluer, puisque vous commencez votre propos par l'évocation de Simone Veil et une citation d'elle, que c'est effectivement un modèle pour moi, et une amie qui m'a beaucoup guidé dans ma vie politique. D'ailleurs, quand nommé ministre de la Santé, j'occupe son bureau, j'occupe le bureau qui fut le sien. La première chose que j'ai faite, c'est de lui téléphoner et de lui dire « Simone, je suis dans ton bureau ». Et c'était évidemment une émotion considérable que de me mettre mes pas modestement dans les siens et dans les combats que nous avons menés ensemble. C'était une grande émotion. Alors votre question, pourquoi est-ce que j'ai fait de la politique finalement? C'est ça, oui. Pourquoi est-ce que je suis devenue une femme politique? Je ne pouvais pas imaginer autre chose. Je suis la fille de deux grands résistants. Mon père dans le maquis de Champeaux, venant de la filiation communiste. Ma mère, elle, de la démocratie chrétienne, de la sensibilité qui a donné le MRP par la suite, et dans le maquis des Montagnes Noires. Et j'étais élevé dans une famille où finalement, on ne parlait que de la France. On parlait que de la nécessité d'être dans le combat des idées. Et j'ai eu une chance extraordinaire parce que les enfants, dans leur enfance, ont des héros qui descendent d'un livre d'images, et moi, ils étaient assis autour de la table de la salle à manger. Comment voulez-vous qu'avec une pareille filiation et un pareil entourage, on ne fasse pas de politique? Ça me paraissait tout à fait incroyable, même si les aléas de la vie ont sans doute retardé mon entrée dans la vie politique active, dans la vie politique d'élu, mais j'ai toujours été une militante depuis mon plus jeune âge. Je crois avoir collé mes premières affiches, je devais avoir, aux distributions de tracts, j'avais 6-7 ans, et assister à ma première réunion publique dans les bras de mon père à 9 mois et demi, où le général de Gaulle m'a embrassé sur la joue. Dit la saga familiale, évidemment, je crois qu'on m'a pas menti. Je n'ai pas les moyens de vérifier. Avant d'approfondir la réflexion de manière philosophique, quelle est selon vous votre plus belle qualité? Non pas comme les autres vous voient, mais pour vous-même. Ma plus belle qualité, c'est sans doute une opportunité. C'est l'indépendance. C'est-à-dire que je ne me sens affilié à rien, ni redevable de rien, sauf aux valeurs supérieures que mes parents m'ont inculquées. Je pense avoir traversé cette vie politique pendant presque 50 ans, puisque j'ai fait ma première campagne électorale en 1977 sur une liste municipale et ma première élection pour mon compte en 1982. Je crois que pendant toutes ces années, je n'ai jamais renoncé, je n'ai jamais transigé avec des valeurs supérieures, avec les idées qui m'ont conduit à faire de la politique. Je réfléchis, votre question m'amène à traverser ce demi-siècle. Alors, est-ce que c'est du courage? Oui, on peut dire que c'est du courage, mais
c'est aussi une soif de liberté, cette indépendance. C'est ma principale caractéristique. Est-ce que c'est une qualité? Je le crois. Alors vous parlez d'indépendance, en effet vous parlez de liberté. Madame la ministre, comment garder pleinement sa liberté en étant dans plusieurs gouvernements? C'est-à-dire que lorsque nous sommes dans un gouvernement, nous sommes quand même, il y a un collectif. Et comment avez-vous su garder votre liberté? Ma liberté, elle m'a d'abord donc, et j'y reviens, été inculquée par des parents qui ont accepté de risquer leur vie pour leur pays. Et au-delà de leur pays, pour les idées qu'ils défendaient, c'est-à-dire le combat contre le fascisme, le nazisme, et vraiment des idées supérieures, des buts supérieurs. Ensuite, et de façon très triviale, avoir un métier qui vous donne de l'indépendance. Bon, bien sûr, quand on est battu ou quand on est obligé de renoncer à certaines choses, on peut en avoir un chagrin. Mais il y a des gens qui sont ligotés. Ce qui leur permet de payer le caddie et le loyer, c'est le fait de faire de la politique. Moi, je suis docteur en pharmacie. J'ai, comme disait ma mère, quand j'ai voulu faire Sciences Po, ma petite fille, tout ça, ce sont des métiers de saltimbanque. Il n'y a que 3 métiers: médecine, dentaire, pharmacie. C'est-à-dire, ce sont des métiers de la santé avec des diplômes extrêmement solides qui vous permettent du jour au lendemain de gagner votre vie. Et ce que ma mère m'a donné, que j'ai trouvé, enfin, m'a indiqué ce que j'ai trouvé un peu dur au départ quand j'avais 16 ans, maintenant, en revoyant cette partie de ma vie, je me dis qu'elle avait drôlement raison. C'est qu'il faut d'abord avoir un métier qui vous permette de gagner votre vie et qui ne vous mette pas entre les mains de gens qui vous bouffent votre liberté. Ça, c'est très très important. Et le deuxième élément qui m'a permis de garder ma liberté, et ça va vous paraître curieux, c'est que j'étais une femme dans un monde éminemment masculin. Donc, j'étais un peu comme un objet politique non identifié. J'étais pas embrigadé dans ces sortes de meutes masculines, de compagnonnage un peu médiocre. Et comme ma mère m'avait appris à me sauvegarder, j'ai toujours été extrêmement méfiante vis-à-vis des soirées entre copains. J'ai souvent été invité à passer de la camaraderie libre à des amitiés plus intimes, passer le réveillon ensemble. Et non. Ensuite, la troisième chose qui m'a permis de sauvegarder ma liberté, c'est que, en fait, je suis une interclasse. Mes parents étaient d'origine très modeste, même si, grâce à l'ascenseur républicain, ils étaient tous les deux docteurs en chirurgie dentaire. Mais je ne suis pas une bourgeoise, je suis pas une... Donc, je ne suis pas ligoté à une classe sociale. Et ça, je crois que c'est aussi très important. Et j'ai regardé tout ce monde avec beaucoup de distance et de précaution, pas de méfiance, mais de précaution. Vous savez, pour souper avec le diable, dit le proverbe, il faut avoir une cuillère avec un manche très long. Mais je me souviens d'une réflexion. Je ne sais plus c'est à quelles élections, je pense que c'est aux élections régionales de 92. J'étais donc conseiller régional avec Olivier Guichard, mon second père en politique. Et il était de tradition que les nouveaux conseillers régionaux déjeunent à la table du président. Et là est élu un conseiller régional lutte ouvrière qui s'appelait Jean-Luc Cher, qui était d'ailleurs un lointain cousin de François Fillon, comme quoi il arrive. Et Olivier me dit, va inviter ce monsieur à ma table pour déjeuner. Moi, je l'accompagnais toujours. Et je m'approche de Jean-Luc Cher. D'abord, il ne me serre pas la main.
et il me dit je ne serre pas la main au valet du grand capital. D'accord. Et je lui dis écoutez, chers collègues, je vous transmets une invitation à déjeuner du président Guichard, et il me fait certainement pas, vous risqueriez de me contaminer. On peut trouver ça ridicule. On peut le trouver ridicule. Finalement, ça ne l'est pas. Il y a des, comment dirais-je, des processus d'intimité qui vous bouffent votre liberté. Et quand vous le savez, vous prenez des précautions nécessaires. Vous venez de parler de la méfiance dans votre réponse. Et ma question est la suivante, Madame la Ministre. Quelle différence faites-vous entre la méfiance et la prudence en politique? Vous avez raison. D'ailleurs, j'ai bien dit que ce n'était pas de la méfiance. Hein. La méfiance, c'est présupposer que les gens sont mauvais. La prudence, c'est présupposer qu'ils peuvent l'être. Hein. Ce qui est plus qu'une nuance. J'ai tendance à quand même être a priori bienveillante. Et vouloir que les choses se passent bien. Pour reprendre la phrase de Karl Popper, hein, j'ai avec mes concurrents ou mes adversaires une démarche amicalement hostile. C'est peut-être une façon de me comporter qui me vaut des amis, des amitiés, des bienveillances qui dépassent largement le cercle de mes amis politiques. C'est aussi le désir de ne pas être abonné à une seule source d'information, d'essayer de penser contre mon camp, contre mes présupposés. C'est la raison pour laquelle je lis 16 organes de presse toutes les semaines, donc plus de 10 quotidiens. Voyez-vous, j'étais abonné à Mediapart. Et puis, il y a une série d'articles particulièrement pervers et néfastes, et je décide de ne pas renouveler mon abonnement. Puis je me suis dit, mais qu'est-ce qui me prend? C'est justement parce que Mediapart est pervers et néfaste qu'il faut le lire, et qu'il faut accepter de penser contre ton camp. C'est ça aussi l'indépendance. Quand je vois des gens ne lire qu'un journal, ils sont par définition désinformés. C'est d'ailleurs ce que disait Vladimir Volkov, le grand spécialiste de la désinformation. Si vous ne lisez qu'un journal, vous êtes désinformé. Donc je lis des journaux sur l'ensemble du spectre. Et de la même façon, je suis ravi que les 4 chaînes d'infos se soient regroupées de la ligne de la chaîne 13 à 16, parce que je les écoute 10 minutes chacune. Il ne faut pas non plus vilipender les chaînes qui vous hérissent, il faut les écouter un peu, et c'est d'ailleurs très intéressant de voir la façon dont elles développent des hiérarchies de l'information, la façon dont elles évitent certains sujets, ou en surinterprètent d'autres. Aujourd'hui, à l'ère de l'intelligence artificielle, il y a de plus en plus une désinformation, de l'information. Quel message pouvez-vous adresser à la nouvelle génération? Le message que j'adresse, c'est de s'informer par plusieurs canaux. C'est vraiment, et au moins Internet nous permet cela, c'est de se dire, je ne pense pas du tout comme Politis, il faut vraiment que je le lise. Je ne pense pas du tout comme Valeurs Actuelles, il faut vraiment que je le lise. Vraiment, Le Monde m'insupporte, il faut que je le lise. Il faut aussi étayer l'information, non seulement par des journaux, mais par des lectures inspirées. Par exemple, en ce moment, si on veut comprendre le monde, les 3 livres successifs de Giuliano d'Ampoli, on commence par Les Ingénieurs du Chaos, on suit en ordre chronologique par Le Mage du Kremlin, et on termine par L'Heure des Prédateurs. Quand vous avez
et puis on met un petit coup de George Orwell, 1984, hein, voilà. Il faut lire des livres, je parlais de Karl Popper, il faut lire Tocqueville, et quand d'ailleurs Tocqueville dit les principales menaces contre la démocratie, ce sont les petites sociétés. On voit que déjà, 2 siècles auparavant, Tocqueville a déjà décrit ce qui risque de combattre, ce qui combat la démocratie. Donc il faut lire. Et je ne peux que constater avec anxiété la perte des habitudes de lecture chez les plus jeunes. Et il faut lire sur un livre en papier, hein, pas sur une liseuse, Kindle et machin. Il faut savourer la joie de lire un livre, au besoin de le stabiloter comme, comme le fait Thierry Lhermitte dans le rôle du ministre des Affaires étrangères, dont on dit qu'il est la caricature de Dominique de Villepin, mais Héraclite. Voilà, mais bien sûr, il faut lire les penseurs grecs, c'est très important. Vous avez été ministre de la Culture. Madame la ministre, première question, quelle définition donnez-vous de la culture? Et deuxième question, y a-t-il un épanouissement de la culture ou une régression de la culture pour les nouvelles générations? D'abord, il faut différencier l'art et la culture. L'art est un acte de création, par définition personnelle, une expression individuelle. Il peut y avoir des groupes dans la création artistique, mais en général, il y a justement un dominant qui met un certain nombre de personnes, un peu comme des serviteurs de sa création. La culture est un objet de consommation passif face à l'art qui est actif. La culture, c'est un acte, oui, de consommation passive. On regarde un tableau, on écoute une œuvre, on peut même chanter quelquefois, mais déjà on devient presque un créateur. Voilà, donc la culture, c'est un acte de consommation passif qui vous élève au-dessus des contingences habituelles et vous permet d'atteindre, comment dire, une sorte d'immatérialité, de dépassement de soi. Souvent, quand je pense à la culture, et particulièrement à la musique, qui m'en paraît l'expression la plus divine, je pense à la fresque qu'il y a sur le plafond de la Sixtine, où l'homme, Adam, est représenté tendant la main vers Dieu, et la main de Dieu se tend vers lui. Il y a entre la main de Dieu et la main de l'homme un espace qui est à la fois tout petit et infini. Et dans cet espace-là, il y a la musique. Et c'est en cela que l'art et la culture, d'ailleurs, peuvent se réunir dans l'aspect divin, l'aspect de sublimation de l'individu, qui est parfaitement exprimé par Michel-Ange. Madame la ministre, aujourd'hui, nous parlons de plus en plus d'éthique médicale, d'éthique en entreprise, et nous parlons aussi d'éthique en politique. Y a-t-il toujours une éthique en politique comme il y avait dès l'Antiquité? Je ne sais pas s'il y avait d'éthique en politique dans l'Antiquité. Je pense au contraire que même les Grecs de l'agora athénienne étaient de sombres personnes qui avaient, sur quelques centaines d'individus, pensé qu'ils étaient des démocrates, alors qu'il y avait des dizaines de milliers d'esclaves autour d'eux, qui pratiquaient des guerres absolument sanglantes et barbares. Donc qu'on ne la ramène pas trop avec ces gens-là. Bien. Et il y avait un ethos qui était, disons,
destiné seulement à quelques centaines d'individus qui s'estimaient supérieurs. Est-ce qu'il y a une éthique en politique? Elle peut prendre plusieurs formes, cette éthique en politique. On ne va pas rentrer dans une discussion philosophique entre la différence entre éthique et morale, parce que ça nous emmènerait un petit peu loin. L'éthique, c'est d'obéir d'abord aux lois qui sont imposées par le système qui est celui dans lequel vous vous déplacez. Il y a des lois qui disent qu'on ne doit pas faire telle chose, on ne doit pas se livrer à des manœuvres de financement illégales, etc. Bon, déjà l'éthique, c'est de faire cela. Vous allez me dire c'est le minimum, mais quand on voit le nombre de gens qui transgressent cela, très bien. Pour moi, la deuxième règle de l'éthique en politique, c'est pratiquer les règles de la décence commune. Et je ne peux que regretter de voir la trumpisation des comportements politiques. La violence dans le débat politique exercé contre certains, le déploiement de certaines formes d'argumentation. Je pense avoir traversé ma vie politique sans jamais utiliser ces arguments, ou cette façon de me comporter. Et j'en ai obtenu des satisfactions considérables. Quand, à la fin du débat sur la loi de financement de la sécurité sociale, le porte-parole de l'opposition qui avait combattu cette loi se levait pour dire « Madame la ministre, nous voulons vous remercier pour le respect que vous nous avez témoigné et que le groupe d'opposition m'applaudissait ». Il n'y a pas beaucoup de ministres qui ont cela, qui ont vécu cela. Quand, après un débat au Sénat, je me souviens, j'étais ministre de l'écologie, le porte-parole de l'opposition combat absolument le texte que j'avais présenté. Mais il dit, Madame la ministre, je dois vous dire quelque chose maintenant de très important, en conclusion de mon propos. Madame la ministre, je vous aime. Voilà, c'était touchant et c'était dit avec beaucoup d'affection. C'était pas une déclaration amoureuse, c'était une déclaration de respect. Et cette règle de la décence commune, c'est la deuxième règle éthique que je m'impose. Il n'y a pas de hiérarchie dans cette description. La troisième règle, c'est évidemment de rentrer en politique parce qu'on a un certain nombre d'idées, de causes à défendre, de causes supérieures. On peut céder sur l'accord commercial de la France avec le Nicaragua. Aucun problème. Quoique le Nicaragua, la politique, enfin je veux dire, des éléments subalternes. Mais sur ce qui a fondé votre engagement politique, et ce serait peut-être la règle éthique à mettre en premier, c'est-à-dire fonder l'engagement politique sur des causes qu'on veut défendre, rentrer pour faire quelque chose, et ça, on n'a pas le droit de céder là-dessus, voilà. Madame la ministre, l'interview va bientôt s'achever. Cependant, encore deux questions. La première, avec toute la carrière politique que vous avez eue, aujourd'hui, quel regard portez-vous sur la politique française, la politique européenne et bien sûr mondiale? J'ai un peu de façon incidente répondu déjà à cette question quand j'évoquais par exemple le fait qu'on se moquait des règles de la décence commune. C'est pas la première fois, mais évidemment ça prend des proportions tout à fait
tout à fait considérable. Je porte un regard désenchanté. Je ne me reconnais pas dans la politique telle qu'elle est faite dans mon pays, cette violence. Je dois dire que quand j'ai vu des députés de différentes origines politiques refuser de serrer la main de leurs collègues du Rassemblement national, Dieu sait si le combat contre le Front National et donc le Rassemblement National fait partie de l'ADN de ma famille. Mais alors vraiment, je me disais, ce sont des antifascistes à la mie de pain. Ils se décernent des brevets. Ils estiment qu'ils sont courageux, ces gens-là, alors que tout ce qu'ils font sert justement de marchepied à l'extrémisation de la politique. Mon Dieu. Mais cette dispersion des voix, cet effondrement. J'ai écrit dans mon dernier livre qui s'appelle Sacré monstre. Nous avions des fauves en politique. Mais j'ai repris la phrase de Gramsci dans ses cahiers de prison qui dit « L'ancien monde est mort, le nouveau tarda à apparaître, et dans ce clair-obscur surgissent les monstres. » Et j'ai l'impression que notre monde est peuplé de monstres, c'est-à-dire de personnages anomiques qu'on n'avait pas l'habitude de voir, et qu'en face d'eux, il y a une opinion publique qui a déserté le moi social. Vous voyez que je mélange Bergson et Durkheim dans mon propos. Monsieur Guénaud, qui n'est pas Henri, qui est Jean-Paul, ça ne s'écrit pas de la même façon, qui parle sur Fréquence protestante, est un homme qui fait des livres très intéressants. Et il a fait un livre qui s'appelle Paroles de poilu. Et dans ce livre, il met les lettres que les soldats de la guerre de 14 envoyaient à leurs parents. Ce n'étaient pas des proclamations sur des estrades politiques, mais l'amour de la France, l'acceptation du sacrifice suprême pour défendre des valeurs supérieures, habitait des personnes comme mes grands-parents qui ne savaient ni lire ni écrire et qui sortaient baïonnette au canon de la tranchée en acceptant ce sacrifice. Et c'était un aristocrate qui les emmenait dans ce combat souvent fatal. Et je me disais, si on allait à la sortie d'un lycée en disant « Est-ce que vous êtes prêts à mourir pour la France ?» Peut-être que les circonstances amèneront des actes de courage, mais quand je vois ces manifestations, la grève des lycéens, attends, mais ça... Je ne vais pas à l'école, alors je proteste, moi. C'est pathétique. Pathétique. Et d'ailleurs, c'est très curieux, je me souviens aussi, il n'y a pas si longtemps, il y a 40 ans, on peut se moquer de Bernard Kouchner, mais il y avait Médecins du Monde, partez au Biafra, partez en Somalie, on est encore un peu parti à Sarajevo, qui part en Ukraine. Peut-être 2 ou 3 individus, personne. On pleurniche devant sa télé. Alors peut-être ma dernière question, Madame la Ministre, avec la très longue carrière politique que vous avez eue, êtes-vous heureuse? Je suis heureuse. Le bonheur, c'est quelque chose qui se construit